Julien Drey avec nous en studio, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Avec vous, Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Jean-François. Julien Drey, nous sommes à 1, 2, 3 jours du premier tour des régionales. Deuxième tour des régionales. Bonjour. Ça commence fort, hein, vous avez vu ça? Ouais. Heureusement qu'on est décontracté ce matin. Donc deuxième tour, 3 jours. Plusieurs sondages donnent Xavier Bertrand vainqueur de Marine Le Pen dans le Nord et Christian Estrosi l'emportant sur Marion Maréchal Le Pen dans le Sud-Est. Y aurait-il déjà une sorte d'effet front républicain? Il faut toujours faire attention avec les sondages. On l'a vu déjà avant le premier tour, donc il faut être prudent. Il y a certainement, évidemment, l'effet du débat politique tel qu'il s'est installé depuis dimanche. Peut-être une prise de conscience aussi d'électrices et d'électeurs localement qui se rendent compte qu'une élection du Front National dans leur région peut porter atteinte à leur vie quotidienne, au développement économique de la région. Donc il y a certainement peut-être des effets de prise de conscience et de mobilisation. Parce que ces sondages disent la même chose. Hein. Parce que ces sondages disent la même chose. Mais je fais attention parce que je pense qu'une élection, elle se joue d'abord et avant tout le jour du vote. Et puis il y a celui qui vous énerve, hein. Il y a le sénateur rebelle Jean-Pierre Masseret, celui-là même qui s'est maintenu dans le Grand Est, le sénateur socialiste. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Si ça se trouve, c'est celui qui fera gagner une présidence Front National. On ne va pas faire un feuilleton toute la semaine sur la personnalité de M. Masseret. Vous reconnaissez qu'il vous a saboté votre stratégie? Je reconnais qu'il a pris en otage l'ensemble des listes qui se sont rassemblées, qu'on n'a pas pu peut-être parler comme il le faudrait de ce qui est en train de se passer véritablement dans toutes les régions de France, le rassemblement de la gauche, la mobilisation citoyenne, la prise en considération du résultat du premier tour. Parce que ce qu'il faut faire, et c'est très important, c'est quand on a un choc comme le choc du premier tour, il ne faut pas donner le sentiment, d'abord aux électeurs abstentionnistes qu'on n'a rien entendu, à ceux qui ont voté Front National qu'on n'a rien compris, et donc il faut donner le sentiment que quand on est un responsable politique, on entend les messages, on essaye de les comprendre, on essaye de les traduire d'abord dans son comportement de deuxième tour et après dans la politique à venir. Alors c'est la chasse aux abstentionnistes. Hein. Manuel Valls, dans son discours sur la laïcité hier soir, s'est adressé aux musulmans de France en accusant le Front National de cibler l'islam et en assurant que l'État protégerait les compatriotes musulmans. Je cite le Premier ministre. Quel est le message, Julien Drey? Est-ce que c'est un appel à tous ceux qui s'abstiennent? C'est un message pour expliquer l'enjeu de ces élections. La République française, elle protège les cultes. Elle protège tous les citoyens, quel que soit leur culte. La laïcité, c'est ça, c'est pas l'interdiction du culte, c'est la protection de l'exercice du culte, c'est la séparation entre le pouvoir politique et, je dirais, les croyances des uns et des autres. Donc c'est de dire à tout le monde, attention, parce que c'est vrai que, écoutez, c'est pas trahir la pensée d'un certain nombre de forces politiques. Vous baladez dans Paris, vous voyez bien ces affiches avec les stéréotypes qui sont répercutés, cette femme voilée opposée à une femme, je dirais, bien propre sur elle. Bon, il y a bien un ciblage politique qui est fait. On essaye de faire peur, on essaye de faire fantasmer. On est adossé à tout ce débat politique qu'on a eu depuis des mois et des mois sur la théorie du remplacement, la théorie des envahisseurs, tout ce qui a été dit sur les migrants, et malheureusement aussi tout ce qui a été de manière peut-être subliminale interprété au travers des attentats du 13 novembre et du conflit ou de la guerre des civilisations que certains voudraient voir importer sur notre territoire. On a la sensation que ce 13 novembre a disparu un petit peu du débat politique de l'entre-deux tours. Moi, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'un événement comme ça ne disparaît pas dans la conscience d'abord de ceux qui souffrent ou de ceux qui ont souffert, et puis deuxièmement parce que c'est un choc et il est là, il reste en mémoire. Et donc je pense que les uns et les autres, on doit tirer des leçons. Je considère que la politique, au sortir de ces événements, de ce qui s'est passé le premier tour, ne peut plus continuer comme avant. Et que si nous continuons comme avant, c'est-à-dire si nous ne sommes pas capables d'entendre à de multiples reprises les messages du peuple français, un jour ou l'autre, nous nous réveillerons avec plus qu'une gueule de bois. Alors, les meetings sont lancés partout. En meeting, hier soir, je crois, à Créteil, en Ile-de-France, M. Bartolone a lancé « Si la droite l'emporte dimanche prochain ». Gare à la culture, gare au sport, gare à la vie associative, gare à tout ce qui fait le sel de la vie. Il a rajouté « Notre région ». Ils veulent la mettre en rang, en uniforme, en serre-tête sur les cheveux. C'est quoi ce truc? L'Île-de-France, elle a les cheveux lâchés, elle est libre, elle est progressive. Il prend des trucs forts, M. Bartolone. Et tatoué. Non mais c'est quoi ce truc? Il n'y a pas de contrôle antidopage à l'entrée des meetings ni à la sortie. Non mais Donc, sérieusement. je ne crois pas qu'il prenne des trucs forts. Il dit simplement des choses très précises. Parce que quand la candidate des Républicains de la droite dit qu'elle va supprimer 100 millions d'euros, parce qu'elle le dit, ça je ne l'ai pas inventé, elle dit qu'elle va supprimer 100 millions d'euros dans l'attribution des subventions. 100 millions d'euros, je n'ai pas arrêté de le répéter, c'est exactement le budget, le montant du budget de la culture. C'est des dizaines et des dizaines d'associations, spectacles vivants, entre autres, qui risquent d'être menacés dans leur exercice.
C'est aussi ce que nous voyons dans un certain nombre de municipalités de droite, où la culture devient un supplément d'âme et où un certain nombre de salles, un certain nombre de troupes, un certain nombre d'associations sont pénalisées. Donc, Mais il y a des exemples précis de ça, d'associations? Parce que vous nous avez déjà dit ça la alors, dernière fois. je vous envoie sur les sites internet. Ouais, Il y a un livre noir qui a été sorti hier par le Parti socialiste qui fait le point. Il y a au Blanc-Ménil, à Aubervilliers, il y a à côté d'Atis-Mons, dans l'Essonne, il y a toute une série de troupes et de salles. Je pas tout ce matin, moi aussi, mais qui sont aujourd'hui touchées. Et aussi dans les autres villes du Front National. Donc la culture, et évidemment, en plus c'est une conception de la culture qui prévaut. C'est-à-dire qu'on va dans ce qu'on appelle l'entertainment, c'est-à-dire ce qui fait du monde, dans le facile. Et on n'est pas adossé à ce travail des troupes, des acteurs, qui est important. Voilà. Et je pense que la culture, c'est un élément essentiel de la cohésion de notre pays. Le respect des artistes, le respect des troupes, c'est aussi pour nous une manière de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la connaissance, de s'émanciper de peut-être quelques préjugés. Voilà. Julien Drey, il y a une autre phrase qui a retenu mon attention moi, dans l'actualité ce matin, qui est rapportée notamment par Julien Langlais chez nous, qui explique qu'il y a un certain nombre de groupes de socialistes qui vont aller au-devant des électeurs en leur disant « Vous avez voté Front National, parlez-nous ». Il y a cette phrase de Yann Gallu qui dit « On est aujourd'hui dans la nasse ». En gros, on ne sait pas quoi dire à ces électeurs-là. Alors, bon, je pense que quand on est un élu de la nation, il ne faut pas attendre le résultat des élections pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais maintenant, c'est trop tard. Voilà, mais il faut prendre en considération les choses. Oui, je pense que c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé ou convoquer simplement l'histoire pour essayer de s'en sortir par rapport à ce message. Mais dans la NAS, pardonnez-moi monsieur Drey, dans la NAS, ça veut dire qu'on ne sait pas les récupérer, ces électeurs. Est-ce que vous savez les récupérer? Est-ce que le rouleau compresseur du FN dans certaines régions, qui sont notamment des fortes régions socialistes, est-ce que ce rouleau compresseur, vous savez l'arrêter? Il faut essayer de... on va voir d'ailleurs les résultats de ce qui va se passer dimanche. Il y a certainement des outils politiques que nous avons utilisés jusqu'à maintenant qui sont épuisés. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ma génération, elle était, je dirais, au biberon façonnée par la lutte antifasciste traditionnelle, parce qu'elle était adossée. Dans chaque famille, nous avions des gens qui avaient combattu le fascisme. Donc on savait ce que ça voulait dire. Vous avez des générations nouvelles qui, tout ça s'estompe. Donc quand à chaque fois on convoque l'histoire, pour nous ça fonctionnait. Pour ceux qui n'ont pas connu toute cette histoire-là, ça ne fonctionne plus. On se rend compte donc qu'il y a une forme de combat politique contre le Front National qui doit prendre une dimension nouvelle. Il faut débattre de leurs propositions, il faut débattre concrètement de leur programme, il faut s'expliquer avec les électeurs. Et puis, il faut aussi expliquer les difficultés que nous avons rencontrées. Quand nous avions dit « le changement, c'est maintenant », il y a une série de Françaises et de Français qui ont le sentiment que ça n'avait pas changé. Et donc, il y a de la déception. Mais si on ne prend pas le temps nécessaire à l'explication, ou même parfois à la correction, je suis frappé de voir que une grande partie des jeunes, 66% des jeunes de 18 à 25 ans, ne sont pas venus voter. Plus que le sondage de ceux qui ont voté Front National, c'est ces abstentionnistes-là qui m'intéressent. Ce sont des déçus, Julien Drey. Jean-Luc Mélenchon. Non, les jeunes, c'est pas forcément des déçus en tant que tels. Ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ils ont le sentiment, ils n'ont plus le sentiment de l'importance de ce que représente la vie démocratique. Donc, il faut que nous soyons capables, peut-être même dans la représentation politique, parce que c'est aussi une question qui est posée. On voit bien que le Front National a su intelligemment mettre en avant des figures nouvelles et des figures de jeunes. Donc, c'est une interpellation à nos familles politiques. Jean-Luc Mélenchon, qui était à votre place hier matin, ici sur France Info, a déclaré qu'un FN fort arrangeait tout le monde, et notamment François Hollande. Dès lors que Marine Le Pen est au deuxième tour, a-t-il dit, il n'y a même pas besoin d'inventer un programme. Alors le FN, Julien Drey, ferait les affaires du président, notamment, qui veut arriver en finale en 2017. Je vais vous dire une chose. La lecture des résultats de dimanche m'a amené moi aussi, et je vous fais du premier tour, là, cette fois-ci. Il y a quelques semaines, Malek Bouti avait fait une remarque sur BFM en disant « mais elle peut être élue ». J'avais été un peu choqué moi-même au départ par cette réaction. Mais au sortir du résultat, on est nombreux à se dire, finalement, on en est au stade désormais, on se dit qu'au deuxième tour, il n'y aura pas forcément ce barrage qu'il y a eu et qu'effectivement, il y a des possibilités. Donc ça veut dire qu'il faut en tirer des conséquences dans la bataille politique, dans la motivation, dans la présentation. Je pense que le problème qui est posé pour la gauche française, c'est qu'elle a un problème de mission.
a un problème de message, elle a un problème de perspective, elle a un problème d'idéal. On fait pas. Quand on est jeune, on veut changer le monde. Si quand on est jeune, on ne veut pas changer le monde, Oui. alors quand c'est qu'on veut le changer? Si on donne le Elle sentiment ne qu'on fait n'est plus en plus rêver. capacité de porter cet idéal d'émancipation, de rassemblement, si on n'est pas ouvert sur le monde en montrant à la fois ses risques et son intérêt, eh ben, il y a effectivement un problème qui est posé. Et puis il faut expliquer aux électeurs de gauche comment des partis qui sont opposés au Parti socialiste, je parle du Front de gauche, du PC, du Parti de gauche, etc., peuvent aujourd'hui fusionner du jour au lendemain alors qu'ils étaient adversaires la veille. Mais bon, on était dans une compétition électorale avec le premier tour, le deuxième tour. La gauche, elle a toujours été diverse. Je rappelle, peut-être justement, c'est l'histoire que dans les années 70, il y a eu des débats qui n'étaient pas forcément des débats de dentelle entre les socialistes et les communistes. Donc il faut être capable, mais c'est aussi une leçon de ce scrutin, il faut être capable de faire prévaloir le rassemblement et l'unité. Et donc, toujours d'avoir l'intérêt général du pays et de la gauche en tête. Avant le premier tour, on a beaucoup reproché à gauche aux candidats de droite de courir derrière le Front National. J'aimerais votre avis sur une nouvelle qu'on apprenait hier. Le ministère de l'Intérieur qui demanderait au Conseil d'État si la loi peut permettre l'internement administratif des personnes qui font l'objet d'une fiche S. Est-ce que là, on ne court pas encore plus loin? Vous avez vu que le secrétariat général du gouvernement a corrigé cela en disant la politique du gouvernement, ce n'est pas de mettre en place des camps d'internement, et nous adossons, y compris, c'est ça comme ça que nous le faisons, aussi au droit français, en montrant que ce n'est pas compatible avec le droit français. C'est pour ça qu'on interroge le Conseil d'État. Ce n'est pas un projet du gouvernement, c'est pour montrer que nous ne voulons pas faire cela, parce que le droit français ne le permet pas, à juste titre, et aussi parce que nous avons un exemple. Guantanamo a été la pire des solutions. Enfin, vous qui êtes très soucieux de l'état de droit, cet état d'urgence, vous pensez vraiment que ça peut durer si longtemps? Je l'ai dit, je le redis, je redis encore ce matin. Je pense que l'état d'urgence est un état d'exception et qu'il faut toujours faire très attention et qu'on ne peut pas le prolonger ad vitam aeternam. Voilà. Donc il faut effectivement être capable, après avoir, je dirais, combattu les différents réseaux terroristes et surtout tout ce qui est l'infrastructure, il faut revenir à l'état de droit parce que c'est ça qui nous protège contre toutes les dérives. Jean-François. Julien Drey, il y aura un deuxième tour dimanche. Il y aura aussi un après-deuxième tour. Il faut qu'il y ait un remaniement. Il faut que François Hollande réagisse après ça. Moi, je pense ne me dis pas que c'est trop tôt, parce qu'ils y pensent déjà. Moi, je ne sais pas qui y pense. Moi, je pense surtout que pour le Parti socialiste, en tous les cas, la tâche qui est devant nous, c'est la refondation de notre identité, de notre message, de notre méthode de fonctionnement. Nous allons avoir un temps très court parce qu'on va vite rentrer à la présidentielle. Mais nous avions dit, parce que nous en avions pris considération avec le premier secrétaire, que l'heure était venue de refonder une nouvelle grande formation de gauche, intégrant notre histoire, mais nous dépassant. Dès après le deuxième tour. Je pense que ça va commencer dès lundi. Oui, parce que nous avons un temps court, mais nous savons qu'il y a un message d'urgence. Parce qu'il y aura une bataille très dure au moment de la présidentielle, d'identité, de programme, de projet, et qu'il faut remotiver nos concitoyens, leur donner le sentiment qu'on les a entendus et que cette fois-ci, on fait des choses qui correspondent à leurs attentes. Et juste un mot, puisqu'il est déjà l'heure, il a raison de se taire, François Hollande, justement? Est-ce que c'est pas lui qui doit avoir ce discours-là, même si on sait qu'en filigrane, il y a 2017, donc c'est exactement de lui qu'on parle. Il a raison de ne rien dire? Il a raison de prendre le temps nécessaire de laisser le scrutin se faire, sinon on dira qu'il essaye, mais il devra forcément, parce qu'il est président de la République, tirer les leçons de ce scrutin à un moment donné ou à un autre. À la fin de la COP, à la fin des élections, il y aura besoin que le président de la République, évidemment, donne la vision des choses pour l'année et demie qui vient.